Alors, rebonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec pour cette présentation. Donc, on poursuit nos présentations du jour dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On est à notre deuxième conférence de la journée. Alors, pour quelques petites notes d'information, d'abord, pour suivre toutes les activités de la semaine, on vous invite évidemment à suivre sur les médias sociaux de l'École avec les mots-clics que vous voyez apparaître à l'écran. Ensuite, évidemment, je réitère l'invitation au défi, le concours Défi aux entreprendre Volet Montréal. Alors, vous avez jusqu'à attendez-moi une petite seconde, là, la date, vous avez jusqu'au 12 mars pour pouvoir soumettre votre candidature. Il y a des bourses jusqu'à 2 500 $ à gagner. L'information aussi se trouve sur le site web qui apparaît à l'écran. Et évidemment, pour tous nos gens qui nous suivent virtuellement en webdiffusion, vous êtes invités à poser vos questions en cliquant sur le petit bouton qui apparaît à l'écran et je tenterai de prendre quelques-unes de vos questions au terme de la présentation de notre conférencier. Bien évidemment, toute la programmation est sur le site de l'École, alors québec.com/SME pour suivre la programmation et évidemment toutes les activités qui viennent avec. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous avons notre conférencier Marc Bédard de la compagnie électrique Lyon. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires, l'agence Webdiffusion qui nous permet de pouvoir diffuser à travers le Québec nos conférences, la firme Novalex, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Alors maintenant, c'est à moi de vous introduire notre conférencier de ce matin. Alors, j'introduis de cette façon la compagnie électrique Lyon est un manufacturier d'autobus et de camions 100% électriques qui répond aux besoins d'une société évoluée. Je vais citer un petit article qui est paru au Journal des Affaires un peu plus tôt cette année. Après avoir pris de cours d'industrie du transport scolaire avec le développement d'un premier véhicule électrique, l'entreprise poursuit son développement en cours d'innovation. Et si tout se passe comme prévu, ce sera bientôt les camions de Tesla qui se trouveront sur son chemin. Rien de moins. Alors, l'École des entrepreneurs du Québec reçoit un PDG d'une entreprise qui a su voir loin, voir grand et surtout révolutionner tout un secteur par l'innovation. Veuillez accueillir chaleureusement M. Marc Bédard. Merci. Merci, Luc. Merci à tout le monde. On va essayer de rendre ça intéressant. Bonjour. On va regarder ce qu'on va faire ce matin, c'est que souvent, on me demande d'aller parler de la compagnie, puis ça, c'est vraiment, je trouve ça intéressant. Parler de moi, je trouve ça pas mal moins intéressant. Je trouve ça plus difficile à faire. Donc, parce que pourquoi on peut aller parler de soi à des gens qui, eux, sont après réaliser toutes sortes de choses intéressantes? Donc, c'est moi qui ai le privilège d'être devant vous aujourd'hui, mais ça pourrait être le contraire également. Alors, on m'a demandé de venir m'adresser à vous, ce que je vais faire avec plaisir, mais aussi avec beaucoup d'humilité, pour être franc. Alors, écoutez, il y a beaucoup de hauts et de bas dans la vie d'un entrepreneur, et ce que j'ai trouvé compliqué, c'est d'essayer de parler des défis d'être entrepreneur sans tomber moralisateur. Sans tomber avec, on pense qu'il y a un seul modèle qui fonctionne. Puis finalement, ben, j'écrivais des notes, puis je me suis dit, ben, c'est justement ça l'idée, c'est qu'il y a beaucoup plus qu'un modèle. Chacun a son modèle, je pense. Moi, je vais vous parler du mien ce matin, mais en même temps, je vais vous parler de certains éléments ou de certaines valeurs que je trouve importants pour un modèle qui fonctionne. Et regardez, dans le fond, c'est ça, le titre que j'ai donné un peu comme ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est paradoxal. Et c'est paradoxal parce qu'à chaque fois que je pense à un des éléments, pour se partir en affaires, c'est rempli de paradoxes. C'est rempli de paradoxes. Il n'y a pas une seule façon d'y arriver. Il y a certains métiers ou certaines professions, je trouve que c'est plus facile. Si on veut devenir médecin, on étudie en médecine. On veut devenir cuisinier, on étudie en cuisine. On veut être entrepreneur, on fait quoi? Oui, on est à l'école des entrepreneurs. On fait quoi? C'est compliqué. C'est comme une tâche extrêmement compliquée. Donc, je pense que chaque entrepreneur a sa propre histoire et il faut trouver le moyen de le personnaliser comme il faut. Je pense que c'est ça qui va en faire le succès. L'entrepreneuriat, est-ce que ça s'apprend? C'est une bonne question. Écoutez, sincèrement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si ça peut s'apprendre. Et là, on va parler d'éducation. Pour moi, c'est mon premier paradoxe, l'éducation, parce que j'étais dans une conférence l'autre jour et le conférencier, qui est bien connu du public, mentionnait, écoute, ce qui est important, là, c'est de se partir le plus vite possible en affaires.
Donc, si tu te pars le plus vite possible en affaires, ça veut-tu dire que tu n'étudies pas? Est-ce que c'est ça? Et moi, je me souviens que c'était à la base de mon plus important paradoxe, peut-être au départ, c'est que je me disais, écoute, à 20 ans, moi, j'avais le goût de me partir en affaires. Puis à ce moment-là, je voulais devenir agent négociateur. Donc, j'avais échoué dans ma carrière de vouloir faire une carrière au hockey. J'avais décidé que je n'étais pas assez bon. J'ai dit, je vais arrêter, mais ça serait une bonne manière de se garder là-dedans. C'était le premier modèle d'affaires que je voulais avoir à ce moment-là, c'était ça. Mais finalement, je me suis dit, je pense que je devrais étudier pour être capable de le faire. Puis là, tu te fais prendre dans tout le parcours de la vie. Donc, pour moi, l'éducation, c'est le premier point. On a beaucoup d'exemples également d'entrepreneurs qui ont réussi sans nécessairement étudier. Et donc, c'était probablement ils ont étudié de la vie, ils ont étudié différentes choses, mais pas de la façon qu'on l'entend, donc ils ne sont pas nécessairement allés à l'école. Donc, le premier paradoxe pour moi, c'est ça, c'est l'éducation. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à ça. Moi, je demeure convaincu qu'on doit être cultivé dans la vie, qu'on doit être éduqué, puis que ça va nous aider. Je pense également que de plus en plus, on a besoin d'être pointu dans ce qu'on va faire, donc j'ai l'impression que ça va toujours nous servir d'être éduqué. Et je l'ai amené tranquillement. L'autre chose, c'est l'âge. Donc, à quel âge? Moi, à 20 ans, j'avais le goût de me partir en affaires. Le colonel Sanders, je ne sais pas si vous vous rappelez quel âge il avait quand il est parti pour l'Afrique Kentucky, mais il avait 49 ans. Quand même, hein? Luc me disait que la moyenne d'âge des gens dans l'école, je pense que c'est 28 ans, Luc, que tu me mentionnais, c'est 28 ans. Y a-t-il un bon âge? Pas sûr. Moi, je vous parlerai de moi un peu après. Moi, j'ai parti à 45 ans. Si on m'avait dit ça à 20 ans, j'aurais dit c'est complètement ridicule. Je ne partirais pas ça à 45 ans. Aujourd'hui, je suis quand même content de l'avoir fait. C'est pas évident. Donc, moi, de mon côté, ce que je maîtrisais le mieux à l'époque, à 20 ans, c'était l'ingénierie. Je trouvais que j'étais pas mal comme vendeur également, et tout ça. Mais tout ce qui était comptabilité, l'économie, la finance, pour moi, c'était un petit peu plus compliqué. Je viens d'une famille où c'est plus les sciences de la vie, les sciences de la santé qui sont mis de l'avant. Donc, j'ai décidé de rentrer au HEC en comptabilité. En fait, au BAA. Puis finalement, je suis devenu comptable agréé. Et, je sais, il y en a qui rient, c'est ça. Puis moi, quand je demande aux gens, est-ce que ça serait quoi, disons, la profession ou dans quoi vous pensez que j'ai étudié, c'est jamais arrivé que quelqu'un dise comptable agréé. Ça s'est jamais passé comme ça. Mais j'ai appris beaucoup. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce qui est le plus étonnant, c'est que je me suis mis à aimer ça. Moi, je suis rentré pour faire mon stage en comptabilité pour devenir CA, maintenant CPA. Puis finalement, je suis resté 17 ans. Et je n'aurais jamais pensé ça. Je me suis mis à aimer ça, mais en même temps, ça m'a donné beaucoup ça m'a donné beaucoup de connaissances au niveau des ventes, du développement des affaires, de la formation continue, du processus budgétaire, de la gestion de personnel. Donc, beaucoup de connaissances là-dedans. Mais mon plan de devenir entrepreneur à 20 ans a été retardé de plusieurs années, entre autres à cause de ça. Mais là, on se pose la question, parce que là, on a parlé de la formation, on a parlé de l'âge. Et là, quand on a une bonne job, là, pourquoi j'irai en affaires? Parce que là, au début, tu crées ta job, puis là, c'est ça qui va te permettre de gagner ta vie. Moi, dans mon cas, là, j'ai un bon emploi. Je suis devenu associé chez Pricewaterhouse. À l'époque, PricewaterhouseCoopers en fusion-acquisition. Et quand j'ai quitté, après 17 ans, je vous en parlerai, tout le monde pense que je me suis fait mettre dehors. Mais en fait, non, j'ai vraiment quitté. Je sais que c'est dur à croire parce que dans l'ancien modèle, quand on venait associer dans une firme, on ne quittait pas, mais moi, j'ai quitté. Mais là, tu as un bon emploi, tu as une bonne paye. Tu commences à avoir des responsabilités familiales tranquillement. Fait que tout ça, ça se complique pas mal. Et puis là, on performe dans son travail. Donc, est-ce que ça veut dire, question qui a de l'air un peu de base, mais est-ce que ça veut dire que pour devenir entrepreneur, c'est parce qu'il ne faut pas avoir une bonne job? Ben non. Tu as le droit d'être bon, puis tu as le droit de devenir entrepreneur, puis ça devient ton choix. Puis tu as le droit de faire un choix aussi de ne plus avoir de salaire pendant un bout de temps. Donc, oui, tu as le droit de faire ce choix-là. Est-ce que je devrais aller à l'université? Bien, peut-être que oui, puis peut-être que ce n'est pas pour tout le monde non plus. Puis, est-ce que j'ai le droit d'avoir une famille? On dit souvent des entrepreneurs, ils n'ont pas le droit d'avoir une famille, tu es mieux tout seul. J'ai entendu ça d'amis entrepreneurs pour vrai. Incroyable. Et là, tu vas-tu t'empêcher de tomber en amour, d'avoir une famille parce que tu t'en vas entrepreneur? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. C'est ça que je t'apprends à dire. Il y a des gens qui sont aptes à faire. Il y a des gens qui sont capables de faire plusieurs de ces éléments-là. Il y en a d'autres qui ne veulent pas les faire pour d'autres raisons. Il n'y a pas de formule magique, selon moi.
C'était à refaire. Moi, je vous dirais que j'ai fondé Lyon à 45 ans plutôt qu'à 20 ans. Fait que ça, c'était ma première surprise. Après ça, on se fait des objectifs. Et ça m'a pris 10 ans environ. Là, ça fait 10 ans que la compagnie a été fondée. Et je vous dirais, de l'endroit où on est rendu aujourd'hui, ça devient de plus en plus satisfaisant. Mais j'avais prévu être rendu là en 5 ans. Ça a pris 2 fois plus de temps. Quand même pas facile. Et l'autre chose, c'est l'actionnariat également. C'est que moi, je me disais, en plus des 2 éléments qui sont là, je me disais, dans le fond, il faut que je demeure l'actionnaire, peut-être le seul actionnaire aussi avec des employés clés. Et finalement, dans le domaine dans lequel j'ai décidé de m'en aller, c'était absolument impossible. Fait que c'était pas possible pour moi. Et donc, ça, c'est un autre endroit où j'ai fait beaucoup de compromis. Mais finalement, je me suis rendu compte que les gens qui sont rentrés dans l'actionnariat, c'était beaucoup plus qu'uniquement de l'argent. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je cherchais des fonds en équité, bien, je cherchais le partenaire avant tout. Donc, je cherchais la personne en arrière. Et il fallait que cette personne-là également ait les fonds pour être capable de subvenir à ce qu'on voulait. L'autre question que je me suis posée à l'intérieur de ça, c'est est-ce qu'on doit continuer avec un actionnariat privé ou bien ça devrait être un actionnariat public? Et la question devient pas mal importante parce que la gestion est complètement différente à ce moment-là. Et des fois, l'attrait d'un certain rendement à court terme en allant public, bien, ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Nous, on s'est fait offrir des choses également dans les dernières années. On a décidé de continuer avec un actionnariat privé. Mais je pense que pour tout entrepreneur, c'est probablement une question à se poser. Là, vous en savez un petit peu plus sur mon parcours, mais peut-être juste un point également à vous mentionner. Je disais, et si c'était à refaire, je vous dis, il y a 3-4 semaines, on faisait un open house chez Lyon. On en fait un à chaque année. Et ça, je vous dirais qu'il y a une certaine fierté avec ce qui est arrivé. Donc, on le faisait il y a 8-9 ans, on était 5, 8, 10. Et quand on l'a fait, il y a 3-4 semaines, on était 400. Ouais. On était 400. Fait que là, il y a des enfants qu'on a vus naître il y a 8-9 ans et qui, là, jouaient dans les jeux gonflables. Puis tout ça, puis en même temps, ça permet aux gens de venir voir la compagnie. Fait qu'il y a une bonne fierté à ça. Fait que oui, on parle de points un peu moins positifs des fois dans tout le cheminement, mais c'est pas mal de fun aussi de voir des fois où est-ce que c'est rendu. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en fait? C'est que moi, j'ai fait le saut, donc il y a 10 ans, après 17 ans chez PricewaterhouseCoopers, comme je mentionnais tantôt, et après 5 ans dans une entreprise manufacturière. Donc, il y a 15 ans, en fait, je me suis posé la question, est-ce que je voulais partir en affaires? Et là, finalement, j'ai eu un intérêt pour joindre une compagnie manufacturière où est-ce que je pensais que je pouvais faire une différence. Et en fait, c'était un certain accomplissement d'entrepreneuriat. Je suis resté 5 ans et j'ai fondé la compagnie par la suite. Moi, je vous dirais que dans mon cas, moi, c'est un petit peu comme si l'horloge me rattrapait. C'est pour ça que j'ai inscrit ça là. C'est que c'est un petit peu, je me faisais un peu penser à, disons, une femme début de la quarantaine qui dit, écoute, si je veux avoir un enfant, là, je suis peut-être rendu là. Ben moi, je trouvais que c'était un peu la même affaire. Là. Je dis, écoute, si je veux créer ma compagnie, je pense que je suis là. Je pense pas que ça va être dans 10-15 ans. Fait que je me sentais un petit peu là. Et là, finalement, je l'ai fait. Mais c'est une grosse décision personnelle, mais également, c'est une grosse décision familiale. Parce qu'au départ, on est seul. Vingtaine d'années, c'était plus facile. Tu prends un risque, tu y vas tout ça. Là, tu le fais en famille. Là. Fait que là, tes enfants, tes conjoints et tout ça, là, tout le monde est embarqué. Puis aussi, quand on essaye de vendre le concept de pourquoi je me sens en affaires, c'était pas super winner. Là. Parce que tu te dis, on va prendre l'argent qu'on a mis de côté. T'sais, on n'était pas riche, mais on l'a tout investi. Puis après ça, on va être 3-4 ans sans salaire également. Puis après ça, ça va peut-être te demander du temps comme conjoint ou conjointe parce que quand je vais te demander des choses, probablement je ne te paierai pas. Parce que tu n'as pas les moyens de payer. C'est un beau discours. C'était pas mal de fun, pas mal attrayant. Fait que c'est ça qui arrive un peu. Fait que quand tu fais le saut, finalement, à l'intérieur de ça, c'est un saut global. Donc, moi, j'ai décidé de faire le saut dans une entreprise manufacturière et je l'ai fondée à partir de zéro. Donc, ce que j'ai fait, c'est que
j'ai évalué plusieurs scénarios. J'ai regardé des compagnies qui pouvaient m'intéresser. Finalement, ça ne m'intéressait pas. Je me disais que ça serait peut-être plus facile d'acquérir une compagnie que de la fonder à partir de zéro. Quand tu pars à partir de zéro, il y a beaucoup, beaucoup d'embûches. Et quand tu achètes une compagnie qui existe déjà, je voyais beaucoup d'avantages à le faire de cette façon-là. Donc, Lyon fait ses premiers pas en 2008 et l'objectif à ce moment-là, c'était d'essayer d'arriver avec un véhicule dans le transport scolaire qui va apporter en fait aux opérateurs ce qu'ils ont besoin. Donc, j'ai rencontré 500 opérateurs pendant cette période de temps-là, 500 partout en Amérique du Nord, pour leur demander quel type de véhicule ils avaient besoin et s'ils avaient la solution aujourd'hui à leurs besoins. Et moi, j'en ai conclu qu'ils ne l'avaient pas. Donc, on a décidé à ce moment-là, j'ai décidé de foncer dans le projet. Donc, le premier véhicule, ça a été un véhicule au diesel, mais avec une centaine d'innovations, principalement au niveau des matériaux. Donc, un véhicule un peu plus léger, meilleure efficacité énergétique, malgré que c'était une motorisation au diesel, plus d'éléments de sécurité également. Donc, ça a pris 3 ans de développement. Donc, un 3 ans pas mal difficile, parce que là, tu essaies de tout faire avec peu d'investissement pour arriver à ce véhicule-là. Moi, j'ai toujours dit que c'était l'approche one-two punch, puis ça, c'était le one punch. Donc, le one punch, c'était d'arriver avec de l'innovation, de commencer à le vendre et se faire un nom, pour après ça être capable de lancer une innovation encore beaucoup plus grande, qui finalement a été le choix d'une motorisation électrique. On va parler d'innovation. C'est pour ça qu'on a mis le MeToo avec un X. Moi, je pense qu'à peu près dans n'importe quoi qu'on va faire, le MeToo, donc faire comme les autres, c'est à peu près impossible. En tout cas, moi, je n'y vois pas l'attrait. Donc, je pense que ça passe par l'innovation. Dans certains domaines, ça peut être la créativité. Ça dépend donc du domaine dans lequel on est. Et je pense que quand on parle d'innovation également, nous, ce qu'on vise tout le temps, c'est un produit supérieur à un prix compétitif. Et il faut arriver plus vite au marché que les autres. Donc, ce n'est pas facile. Ce qu'on a fait, c'est que dès 2010, on a pris la décision de développer un véhicule électrique. Ça veut dire que le premier véhicule au diesel n'était pas encore lancé. Il a été lancé en 2011, que déjà on travaillait sur l'électrique. Donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on est bien positionné au niveau de l'électrique, parce que ça fait 8 ans qu'on fait ça, 8 ans qu'on a investi là-dedans. Il faut juste se rappeler, en 2010, là, je vous rappelle que Tesla, par exemple, à peu près personne ne savait c'était quoi. Tesla avait un petit modèle Roadster qui était bâti sur une Lotus de l'époque. Donc, l'électrique, c'était d'autres choses. Et nous, on avait évalué plusieurs types de motorisation, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel comprimé, du propane, de l'électrique. Et on a jugé que l'électrique, ça allait être la voie de l'avenir. Mais quand on le disait en 2010, on ne passait pas pour des champions. OK? Fait que je pense qu'un autre élément, quand on est entrepreneur, il faut s'habituer à faire rire de soi. En fait, quand ça fait une couple de mois qu'on ne fait pas rire de nous, on commence à se demander si on est rendu plate un petit peu. Donc, c'est un véhicule, on aime beaucoup ce véhicule-là, premièrement, parce que c'est fait pour les enfants. Et donc, c'est bon pour la santé. Évidemment, c'est bon pour l'environnement. Je pense que ça, le discours n'est même plus à faire. Il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a aucune pollution sonore, ce qui est absolument fantastique. Puis, il y a un plaisir de conduire. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des véhicules électriques ici ce matin. Là. Ah oui, hein? C'est ça. Est-ce que vous retourneriez au véhicule à moteur thermique? Non, hein? C'est ça. Cependant, notre organisation n'est pas encore prête. Présentement, je suis stationné sur Sainte-Catherine, puis je ne suis pas branché. Je n'ai pas trouvé de branchement très près d'ici. Ah, c'est ça. Donc, on n'est pas encore up-to-date là-dessus, mais malgré ces inconvénients-là, je retrouverais pas la série. Ben, tout à fait. Parce que c'est le fun. Aussi, c'est le fun. Hein? Conduire un véhicule électrique, c'est beaucoup plus le fun que de conduire un véhicule thermique. Là, aujourd'hui, oui, il y a un écart de prix, il y a certains éléments, tout ça, mais ça s'en vient. Ça s'en vient de plus en plus.
Puis d'ici quelques années, on pense que ça va, on va y arriver avec les infrastructures de recharge et tout ça. Excusez, on nous a traités de fous à tous les sens du mot. Je pense qu'on a fait une faute d'orthographe là-dessus. Là. Et donc, on est un peu fous quand on le fait. On nous a traités de fous parce que, pour nous, on n'est pas fous, parce qu'on l'a fait ça pour les bonnes raisons, l'électrique. On ne l'a pas fait pour des raisons capitalistes, uniquement d'aller dire, écoute, tu te lances pour faire de l'argent, parce que un entrepreneur qui pense qu'il s'en va en entreprise pour faire de l'argent, bien, tout bien d'aller faire d'autres choses tout de suite. Parce que avant que tu en fasses, ça va prendre du temps, ça ne veut pas dire que tu vas en faire. Puis il faut que tu acceptes souvent d'être souvent l'employé le moins payé de la compagnie pendant longtemps. Donc, il faut le faire pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'était quoi? Bien, j'en ai parlé tantôt. Nous, c'était pour nos enfants. C'est pour la communauté. C'est pour l'environnement. C'est pour notre avenir. C'est pour ça qu'on le fait. Puis, il faut se rappeler également qu'à l'époque, puis tout le long de ça a pris du temps avant que ça arrive, il n'y avait pas de plan d'électrification. Donc, le plan d'électrification du gouvernement du Québec est né à la fin de l'année 2015. Ouais. Puis même en Californie, les plans ont commencé tranquillement, mais ils étaient timides. Aujourd'hui, les plans en Californie sont extrêmement agressifs, plus qu'au Québec. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, c'est certain que peu importe ce qu'on va faire comme entrepreneur, il faut le faire pour les bonnes raisons. Parce que ça va prendre du temps souvent avant que les choses arrivent. Il y a quelques années, nous-mêmes, on essayait de démontrer aux gens que ce qui était important, en fait, que c'était possible d'électrifier les véhicules lourds. Hein, parce que juste les autos, les gens n'étaient pas certains. Et nous, on disait, on est capable d'électrifier des véhicules lourds. Et c'est le fun parce que je faisais une conférence chez STIC, les sous-traitants industriels du Québec. J'ai fait une conférence il y a 3 ans chez STIC. Et là, je regardais mes notes récemment de la conférence d'il y a 3 ans. Puis, à ce moment-là, on essayait de démontrer la possibilité d'électrifier des véhicules lourds. C'était ça tout le long. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez entendre ça. C'est possible de le faire. Okay? Fait que c'était un pitch de faisabilité. Bien, je l'ai refait la même conférence à peu près il y a 3 semaines. Okay? Fait que c'est exactement 3 ans après. Et on n'a jamais parlé de faisabilité. C'est déjà derrière nous. Donc, ce n'était pas ça, c'était uniquement le modèle économique. Le modèle économique, est-ce que c'est rentable d'être électrique en plus? Même l'aspect environnemental, c'est rendu que je pense qu'on a pu le débattre. Donc, je reprends rapidement. Le Lion C, c'est le nom du véhicule. Il est né pour être électrique. Et en fait, nous, ce qu'on fait chez Lion, ça a été un choix de compagnie, c'est que les gens disent souvent qu'on est un petit peu fou du contrôle. Bien, oui, mais il y a une raison à ça. Puis la raison, en fait, c'est que quand tu contrôles ta destinée, tu es capable d'aller pas mal plus où est-ce que tu veux aller. Puis là, tu vas pouvoir t'adapter. Donc, on a décidé, nous, de construire nos propres châssis. C'est pas si facile que ça. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Ça aurait été plus facile de prendre des raccourcis ailleurs, mais on ne pense pas, puis aujourd'hui, je ne pense pas encore que ça aurait été la bonne solution. Donc, on fabrique notre propre châssis. Ça nous permet d'être libres de nos ajustements. On fabrique nos propres packs batteries. Ça veut dire qu'on prend les modules batterie qui viennent d'un grand fournisseur, mais on fabrique le pack qui va avec ça, incluant le système de gestion de la batterie aussi, la sécurité, le form factor, donc la façon qu'il est conçu. Donc, puis évidemment, le véhicule au complet est conçu pour un entretien efficace. Puis l'avenir, quand on parle de pas d'héritage négatif, je trouve ça assez important chez nous parce que nous, on est né de rien. Hein, finalement, on a commencé à zéro avec toutes les difficultés qui viennent avec. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas d'héritage négatif. Un héritage négatif, c'est quoi? C'est, exemple, une compagnie avec de la motorisation thermique qui décide de s'en aller dans de l'électrique, mais qui vient d'investir 600-700 millions dans une usine de moteurs thermiques il y a 3 ans. Bien, tu te fais poser pas mal de questions sur ton choix de t'en aller électrique. Puis quand on regarde aujourd'hui les compagnies de camionnage, bien, à peu près toutes les compagnies de camionnage, c'est des compagnies de moteurs. Et qui ont investi beaucoup d'argent dans la motorisation thermique. Donc, j'en parlais tantôt là, du fameux 3 ans, là, le 3 ans de la conférence il y a 3 ans, puis aujourd'hui. Mais regardez juste en 3 ans, là, qu'est-ce qui est arrivé? L'autonomie de ce véhicule-là a passé de 100 km à 250 km par recharge. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, on est rendu à 200 autobus scolaires électriques
qui sont sur nos routes, mais là, ils s'enlivrent presque chaque jour maintenant. Fait que ça, c'est le fun. Fait que là, c'est exponentiel. Plus de 3 millions de kilomètres. Il n'y en avait pas un de fait il y a 3 ans. Au total, Lyon, avec les autres véhicules qu'on a sur la route, on en a 1000. Chaque matin, on véhicule au-dessus de 60 000. Il y a au-dessus de 60 000 élèves là, qui sont transportés chaque jour dans nos véhicules. Fait que ça, on est quand même fiers de ça. Lyon, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 125 employés, c'est une usine dans les Laurentides. On vient d'ouvrir un centre d'excellence qui est un centre de services et de formation et de vulgarisation de l'électrification également, qui est à Sacramento, en Californie. On en ouvre un autre à Albany, New York, dans les 3 prochains mois. Puis on va en ouvrir un autre également à Los Angeles. Gros marché d'électrification qui s'en vient, évidemment, en Californie puis à New York. Et on va ouvrir une autre usine aussi aux États-Unis dans les 2 à 3 prochaines années environ. Fait que ça, c'est des gens qui sont de l'équipe. Ça, c'est notre centre de service qui est à Sacramento qu'on a ouvert la semaine passée. Les valeurs importantes. Bien, ici, c'est un petit clin d'œil à Karate Kid, là, parce que c'est important. Ils visent au cœur, c'est focus, c'est beaucoup de travail. Si vous avez vu le film, vous vous rappelez probablement qu'il part de pas grand-chose. Hein? Fait que je trouvais que c'était un clin d'œil intéressant. Moi, j'aime beaucoup les arts martiaux. Fait que pour moi, ça me parle. Puis les arts martiaux, c'est une chose. Ce que j'ai toujours pensé comme entrepreneur, c'est que ça nous prenait une façon de nous changer les idées, puis de rester focus. Il y en a que c'est la lecture, il y en a que c'est le sport, différents types de sport. Ça peut être à peu près n'importe quoi, mais je trouve ça important au niveau des valeurs. Puis dans les valeurs, bien, qu'est-ce qu'on a? On a le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est vraiment important. Le respect. La résilience, évidemment, parce qu'on en parlait tantôt. C'est pas si tu vas avoir des difficultés, tu vas en avoir des difficultés. C'est comment tu vas réussir à les surmonter. Et un point ici, tout le monde est égal, bien ça, c'est tellement important parce que moi, je dis souvent dans la compagnie, les titres sont faits uniquement pour l'externe. On n'a pas besoin de titres dans la vie. OK? Fait que quand tu as besoin de dire à quelqu'un que tu es le président, le fondateur ou que tu es un VP à l'intérieur de la compagnie, cherche-toi un autre job. Parce que ça veut dire que tu n'as pas réussi à l'idée, tu n'as pas réussi à convaincre tes gens, puis tout ça. Donc, on ne devrait pas parler comme ça. À l'externe, on comprend que si Luc n'avait pas dit ça au départ, vous ne saviez pas qui je suis, puis tout ça, donc on a besoin de se présenter. Mais à l'interne, on ne le voit pas du tout. Fait que pour nous, la personne qui est sur la ligne de production est aussi importante que le VP, aussi importante. Tout le monde est égal. L'avantage de l'électrique, je vais aller rapidement là-dessus, au niveau environnemental, je pense que c'est acquis. Au niveau social et humain, je pense que c'est très, très clair. Mais l'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que maintenant, plus tu roules, plus c'est payant. Donc, là, on a commencé avec un véhicule scolaire électrique il y a 3 ans, puis là, il fallait démontrer que c'était faisable. Donc, il fallait juste dire, je suis capable de faire 100 km par jour, OK, à peu près. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Plus tu roules, plus c'est payant. On est dans un modèle de retour sur investissement. Les gens qui viennent nous voir et ils font du 300-400 km par jour, là, on jase. C'est vraiment ça c'est ça qu'on veut maintenant. Et là, on s'en va sur un modèle de retour sur investissement beaucoup plus rapide que dans le passé. Je vous parle rapidement de nos nouveaux-nés. Donc, ça, c'était le premier véhicule. On se lance dans le transport nacelle, transit et tout ça qui est arrivé récemment. Le minibus également au niveau du scolaire. On l'appelle souvent notre canif suisse pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui est vraiment important, c'est ça ici. C'est un prix de vente comparable au diesel. Donc, avant, on disait que ça coûte beaucoup plus cher un véhicule électrique. Ce véhicule-là ne coûte pas plus cher que son comparable au diesel. Ça, c'est un gros élément. Et ce véhicule-là est disponible maintenant sur le marché. On vient de le lancer. Il peut servir dans le transport adapté, transport en commun, navette scolaire, ambulance. Vous allez voir toutes sortes de choses. J'en profite pour vous mentionner également, vous allez voir ces camions-là apparaître en 2019 sur la route. Luc faisait un clin d'œil à Tesla. Moi, j'ai toujours dit, j'étais chez Tesla la semaine passée, puis je disais, on ne s'énerve pas, là. On n'est pas après dire, nous autres, qu'on est meilleur que Tesla ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'on dit. On fait des camions électriques de qualité. On lance l'année prochaine, puis c'est un camion urbain. Okay? Donc, ce n'est pas un camion qui est fait pour faire du 1000 km, c'est un camion qui est fait pour faire jusqu'à 400 km par recharge. C'est vraiment différent.
Puis ces équipements-là vont être équipés d'équipements de spécialité pour du transport de marchandises, des camions nacelles, camions de vidange. Donc, vous allez voir Hydro-Québec, maintenant, bien, vous desservir avec des camions électriques. Pas mal d'allure. Hein? Nous, on trouve que ça fait du sens, pas mal. Et selon nous, il n'y a que des avantages à ça. Vous allez voir, les camions de vidange électrique, c'est une beauté. Et nous, on ne fait pas l'équipement. Donc, on est en partenariat avec des spécialistes de l'équipement. Et le seul désavantage aux camions de vidange électrique, c'est que finalement, moi, je sors les vidanges chez moi quand je l'entends. Puis là, on ne l'entend plus. La seule chose qu'on entend, c'est ce qui s'en va dans la benne, finalement. Notre vision, je pense que vous commencez à la comprendre. C'est très, très clair. Donc, on va continuer d'être là, nous autres, pour l'environnement, la société, la santé, la qualité de vie pour les gens, et toujours en utilisant des technologies à la fine pointe. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Je reviens sur un point, puis je termine dans une minute, Luc. On dit homme orchestre ou femme orchestre quand on parle d'un entrepreneur. Bien, je pense que c'est un peu vrai, mais évidemment, après ça, c'est l'équipe qui devient un orchestre. Hein? Fait que ça, c'est comme au début. On a parlé de résilience, on a parlé de montagne russe, mais je voulais juste vous parler un petit peu du plan d'affaires. Parce qu'au fil des rondes de financement, il y a des gens qui me disaient, écoute, tu avais toute une vision, toi, de tout savoir ça il y a une dizaine d'années, puis ton plan d'affaires n'a jamais changé. Ben oui, il a changé plusieurs fois. Fait que l'idée, c'est sûr que c'est pas d'être une girouette, mais en même temps, c'est comment on va s'adapter, comment on va adapter notre plan d'affaires à ça. Donc oui, il a changé. Puis je pense que l'erreur qu'on fait des fois comme entrepreneur, il faut laisser les égos de côté. Puis je pense que c'est important. Fait qu'il y a des choses qu'on pensait à un moment donné, puis qu'il faut remettre en question. Puis c'est important de les remettre en question. Donc, comme gestionnaire ou comme entrepreneur, c'est la versatilité qu'on va avoir, c'est la résilience, je pense, qui va nous faire gagner. Donc, je voudrais vous remercier également, puis je fais juste un petit retour en arrière sur les paradoxes que je parlais au début, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on pourrait parler beaucoup plus longtemps que ça. On a parlé d'éducation, on a parlé d'âge à laquelle on se lance en affaires, on a parlé de l'expérience, d'implication de la famille, de l'innovation qui est requise également, des valeurs, puis la beauté d'être capable de transmettre les valeurs finalement avec le temps. Moi, je trouverais ça important de venir vous parler de ça aujourd'hui. Puis, dans le fond, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès comme entrepreneur. Puis, je finis sur une note en vous disant, on dit souvent que pour être entrepreneur, tu dois prendre des risques. Moi, ça m'est arrivé toute ma vie d'entendre ça. Oui, prendre des risques, mais avec beaucoup de rigueur, puis toujours des risques calculés. Fait que la journée que quelqu'un veut nous faire prendre un risque qu'on ne désire pas, puis qui n'est pas calculé, bien, je pense que ce n'est pas le bon risque pour nous autres. Merci. Un grand merci, Marc. Bienvenue, Luc. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été très, très impressionné. Je pense qu'on doit vous dire bravo. À 45 ans, partir, 125 employés, 10 ans plus tard, l'impact qu'on a maintenant avec cette compagnie-là sur le Québec, à tous les niveaux, les avantages indéniables, c'est une belle fierté. Continuez, c'est vraiment très inspirant pour nous tous. Bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une question, peut-être, ou deux? J'en aurais, je vais la poser à Marc après parce que là, je ne veux pas évidemment négliger les participants dans la salle. Le plus proche aura la chance de pouvoir poser la question. On n'a pas beaucoup de temps. Allons-y. Oh, merci beaucoup. Je trouve très intéressante la présentation. Je pose la question, vous avez déjà parlé sur les solutions intelligentes. Est-ce que c'est à propos de que ce soit automatique ou de quoi il s'agit au juste? Ouais. C'est plusieurs choses. Un des éléments, c'est la télémétrie. Donc, quand on parle de véhicules et on parle de flotte de véhicules, on doit entretenir ces véhicules-là. Et tout ça. Donc, il y a beaucoup une question de communication avec le véhicule, télémétrie. Puis ça, c'est pas besoin que ça soit électrique pour être fait, mais souvent, les avancées technologiques sont arrivées avec l'électrique. Donc, ça pourrait être appliqué aussi à d'autres types de motorisation, mais nous, on a décidé d'en faire un cheval de bataille pour que l'électrique devienne finalement plus fiable que les sources de motorisation qui existent aujourd'hui. Donc, c'est un exemple d'intelligence.
Bien, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais si vous avez quelques instants encore après la présentation, Oui, avec plaisir. Marc, merci beaucoup parce qu'on a déjà une conférence qui suit tout de suite après. Marc, merci. Merci beaucoup, Luc. Merci.